Merci Xavier. Bien, tout d'abord, bonsoir à vous. Merci de vous être déplacé jusqu'à l'Observatoire du Pic des Fées. Je sais que c'est très loin, très compliqué d'accès, mais le ciel et les personnes qui vous reçoivent en valent la peine. Et donc je vais commencer. D'habitude on fait ça à la fin, mais moi après tout le monde s'en va observer, j'ai pas le temps de le faire. Donc je me dis, bon, je vais leur dire merci. Ça fait quoi, 6 ans, 7 ans, je sais plus. Je sais plus. Enfin, ouais, 6 ou 7. Et donc à chaque fois, sachez qu'ici on est toujours très bien reçus, que ce soit en tant que conférencier ou en tant qu'observateur. Donc je les remercie chaleureusement. Merci au son aussi. Cette année, on a un ingénieur son qui va vous donner encore un petit peu plus de confort. Voilà, donc on va faire une conférence en plusieurs parties. Il va y avoir une petite partie, je dirais, plus présentation formelle avec ce qui se fait sur la base, un petit peu de science, un petit peu de choses comme ça. Et puis après, on fera un petit diaporama sur ce qui se passe en hivernage commenté, et puis quelques vidéos si vous voulez à la fin, et puis vous pourrez rester à la fin pour me poser des questions si vous voulez, ou aller observer. Enfin, je serai disponible. Concernant votre confort, est-ce que vous êtes bien installé? Dites-moi si vous avez chaud ou froid. Je pourrais strictement rien y faire, mais je veux bien savoir. Voilà. Donc c'est parti. Alors, tout d'abord, je me présente rapidement. Donc, je m'appelle Éric Bondou. Je travaille à l'Observatoire de la Côte d'Azur. J'ai pas mal évolué, je dirais, depuis mon petit métier d'astronome amateur jusqu'à l'Observatoire. Je suis passé par différents laboratoires et institutions, notamment sur de la conception d'instruments d'astronomie, sur l'exploitation d'instruments d'astronomie, que ce soit astronomie visible ou radioastronomie. Et puis quelques projets un petit peu farfelus avec le professeur Laberry dans les montagnes, sur des projets d'hypertélescope. Voilà. Et donc actuellement, je fais de la conception d'instruments robotiques à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Alors, on parlait d'astronomie, mais avant on va parler d'Antarctique. Qu'est-ce que l'Antarctique? C'est un continent. Il n'y a pas de l'eau en dessous, il y a de la terre. Ça fait 14 millions de kilomètres carrés. C'est l'endroit, un des endroits les plus austères sur la planète Terre. Si vous voulez trouver mieux, il faut aller sur Mars. Hop, attends, ça coupe un peu. Ouais. Attends, à gauche, je peux pas trop. C'est bon? Ouais. Et donc, c'est un endroit où il peut faire jusqu'à moins 89 degrés, et puis, ça c'est la vraie température, c'est pas la température ressentie. La température ressentie peut être inférieure à moins 100 degrés. Et puis, il y a des vents qui arrivent à 300 km/h. Alors, pourquoi 300 km/h? C'est un chiffre rond, en fait, j'en sais rien, mais par contre, c'est là où s'est arrêté l'anémomètre quand il a été arraché par la tornade en 1960 et des brouettes. Donc voilà, il y avait au moins 300 km/h ce jour-là. Et le truc, bref, voilà, c'est ça l'histoire. Mais donc, sachez que ça peut être venteux. Venteux sur la côte. Pas au niveau de la station Concordia, heureusement. Qui habite l'Antarctique? Majoritairement des scientifiques. Il n'y a pas trop de personnes comme vous et moi qui y habitent à l'année. 4000 en été, un peu moins de 1000 en hiver. Je vous expliquerai pourquoi après, vous le comprendrez tout seul d'ailleurs. Une quarantaine d'États qui sont présents sur le continent. Majoritairement sur la côte, et 4 États qui occupent le cœur du continent de façon permanente, donc les Américains à pôle sud, les Russes à la station Vostok, et les Franco et les Italiens à la station Concordia. Toutes les autres stations sont sur le pourtour. Il y a énormément d'animaux sur la côte, je vous montrerai tout à l'heure. Hop, voilà, ça marche. Et donc nous, on va aller se balader sur le site de Domsé. Donc c'est, comme je vous le disais, une station permanente au cœur du continent antarctique, sur un haut plateau. Environ 3200 mètres d'altitude géographique, 3800 mètres ressentis. Autant dire que le 100 mètres là-bas, vous ne le courez pas. Ou alors vous allez souffrir. 1100 km de la côte, et donc de la station française du Mont d'Urville. Et puis, c'est un endroit qui n'est pas très au sud en fait. On peut aller encore beaucoup plus au sud, mais c'est déjà pas mal, 75 degrés sud. Nuit polaire de 3 mois, vous comprendrez l'intérêt pour l'astronomie. 80% de nuit claire aussi. Bon, ici on est peut-être pas loin, mais là-bas c'est pas mal. Un vent faible sur le haut plateau de environ 10 km/h, donc ça c'est assez peu. Sur la côte c'est les fameux 300 là, dont on parlait. Et une atmosphère très stable. Je vous expliquerai pourquoi après. Très peu d'humidité, oui, il fait très froid, et donc c'est bien pour les observations infrarouges. Alors à l'origine, la base Concordia, elle a été imaginée dans le début des années 80, et puis par les Français.
Et les Français se sont mis d'accord, on va faire une base, ok, super. Dans les années 90, ça a pris un peu de temps, et puis ils ont fait leur compte. Ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas l'argent pour la faire tout seuls, donc ils ont été chercher des copains. Les Allemands avaient déjà une base, les Anglais, c'est les Anglais, et il restait qui? Il restait les Italiens. Et les Italiens ont dit, bah oui, nous on a arrêté le programme nucléaire, ça tombe bien, on a plein d'argent, donc on va vous en prêter, et on va faire une station à 2. Donc c'est la seule station à 2 nationalités. C'est pas forcément simple à gérer, mais c'est la seule. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que c'est la seule en fait. Et donc la première hivernage s'est fait en 2005, donc il y a quand même eu 10 ans de construction. Voilà. Alors comment ça se présente? Vous avez peut-être vu un petit peu tout à l'heure sur la vidéo d'introduction des espèces de tours. Donc c'est ça, c'est 2 tours. Ça fait à peu près 15 mètres de diamètre, 20 mètres de haut. On peut accueillir à l'intérieur environ 18 personnes, et on a un camp extérieur où on fait du camping. Ça se fait. 40, 50 personnes, ça dépend. Et voilà, donc comment ça se sépare? On a un bâtiment calme et un bâtiment bruyant. Le bâtiment calme avec un étage de chambre, des laboratoires et un hôpital. Et le bâtiment bruyant avec un restaurant, une salle de vidéo, une salle de sport, un atelier. Et puis c'est à peu près tout. Voilà, ça ressemble à ça en fait. Oui, c'est un hôtel un peu sympa, un peu design. Normal, c'est les Italiens qui ont fait le design, hein, donc ça a de la gueule quand même. Voilà, alors, vu de beaucoup plus haut, de là à là, il y a à peu près 1 kilomètre. Alors en été, c'est rien, en hiver, c'est compliqué à pied, mais ça se fait. Et en gros, c'est la zone qu'on a le droit de parcourir en hiver. Hein. On ne peut pas aller beaucoup plus loin, et autour, il n'y a rien, c'est tout plat, tout blanc. Voilà. De toute façon, on n'a pas trop envie d'aller beaucoup plus loin. Je reviendrai sur les photos plus tard. Mais vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses très différentes qui s'y passent. Et surtout, beaucoup de science, puisque c'est quand même une base scientifique. C'est pour ça que ça a été conçu. Et cette base scientifique, elle a d'abord le premier intérêt d'être une base de recherche de glaciologie, puisque c'est là-bas qu'on a foré le forage EPICA. Alors, EPICA, ça vous parle peut-être pas comme ça, mais en gros, c'est le truc qui nous a permis de remonter à 800 000 ans de climat. Et ça, actuellement, c'est pas rien. Pour savoir ce qui se passe chez nous en ce moment, c'est un peu grâce à EPICA, parce qu'on a pris une carotte de glace qu'on a forée, qui fait 3 km de long. On a analysé les gaz qu'il y avait dans cette carotte, et en analysant ces gaz, les gaz du fond, c'était les gaz qu'il y avait il y a 800 000 ans sur Terre. Donc, on sait le taux de CO2, le taux de méthane, le taux de tout ce que vous voulez. Et donc, en remontant petit à petit, on a pu décrire le climat des 800 000 dernières années. Voilà, donc ça a quand même de l'intérêt. Donc ce forage actuellement est arrêté puisqu'il est terminé, mais il y en a un autre qui permettra d'aller plus loin, qui devrait commencer. Ça, c'est pour la partie glaciologie. Pour la partie astronomie, je vous en parlerai plus tard. Physique de l'atmosphère, on imagine bien qu'on a envie de savoir ce qui se passe au-dessus de Concordia, au-dessus de l'Antarctique. C'est aussi intéressant, on le fait partout dans le monde, donc pourquoi on ne le ferait pas là-bas aussi? Le géomagnétisme et la sismologie, c'est exactement pareil. On a un réseau mondial de capteurs et de stations en magnétisme et en sismologie. Donc autant en mettre aussi sur l'Antarctique, ça permet de compléter ce réseau et c'est aussi intéressant. Et la biologie humaine, vous allez me dire qu'est-ce que ça vient faire là avec la psychologie? Vous mettez 12 gus dans une boîte pendant 1 an, fermez la porte, et vous revenez 1 an après. Ce que vous voyez à la télé dans certaines émissions, c'est assez proche. Hein. Et du coup, voilà, alors là-bas c'est plus facile de faire des tests, hein, parce que, voilà, bref, on verra. Je sais pas si je vous raconterai trop, mais pourquoi pas. Alors, faut savoir qu'une station polaire comme Concordia, il y a les 3 mois d'été où les avions peuvent se poser, donc les gens peuvent arriver et éventuellement repartir. Et puis il y a les autres mois de l'année, donc le restant, donc en gros 9 mois d'isolement total, plus ou moins 3 semaines on va dire. Et là ça change, donc en été, il y a 70 personnes en gros sur la base, ça court partout, ça prépare les instruments pour l'année qui vient. Ça fait le ravitaillement, voilà, c'est juste une espèce de grosse fourmilière de jour et nuit, parce qu'il fait tout le temps jour, donc en fait, toujours quelqu'un qui bosse. Et voilà, et il reste, ça compte, on va dire, de fin octobre à fin janvier, même début novembre à fin janvier. Et le reste du temps, c'est le fameux hivernage. Et le fameux hivernage, déjà, il n'y a plus d'avion qui se pose, hein. Le dernier avion, il part, il ne revient pas avant 9 mois, 3 mois de nuit polaire. 10 à 15, 14 personnes, ça dépend des années. Et puis plus d'engins mécaniques qui fonctionnent, et puis
les fameuses études de psychologie, enfin surtout les causes des études, enfin bref, je vous expliquerai. On est sur un observatoire, on va parler d'astronomie quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a fait là-bas? On a fait de la qualification de site, parce que c'est bien de se dire qu'on va mettre des télescopes sur un site astronomique, mais avant il faut connaître le site, puisque le télescope va dépendre du site. Le type d'étude qu'on va y faire dépendra aussi justement du site. Donc on a fait plein d'expériences pour connaître la météo du site, ce qu'on appelle la qualification de site. Donc on regarde la turbulence, on regarde la transparence du ciel, on regarde la luminosité du ciel. Et on fait ça pendant des très longues périodes. Donc ça a été un gros travail qui a duré pas loin de 10 ans. Ensuite, on a fait de la recherche astrophysique, on en fait toujours d'ailleurs. Je vous présenterai les derniers trucs qu'on fait là-bas. Et puis, pour faire marcher des instruments là-bas, vous vous doutez bien que votre voiture, elle marche ici très bien. Quand vous l'emmenez là-bas, c'est compliqué à moins 60. C'est pareil pour les instruments d'astronomie, les télescopes, ils sont conçus pour fonctionner à des températures, on va dire comme ici. Et puis, à moins 60, ça coince. Donc, il y a beaucoup de recherche et développement dans le domaine de l'instrumentation. Donc, comment on fait pour faire fonctionner un truc qui tourne à moins 60, la graisse, elle n'est pas prévue pour, les roulements ne sont pas prévus pour, tout ça. Donc ça a demandé beaucoup de travail. Et il y a beaucoup de choses qu'on a du mal à simuler, qu'on a fait sur place. Voilà. Et puis là, récemment, on fait le suivi d'une étoile un petit peu particulière. Je vous montrerai les quelques résultats assez rapidement. Donc voilà, typiquement le type d'instrument qu'on peut fabriquer. On prend un instrument et puis on lui met des systèmes de réchauffe, de suivi de température. Bon, on pourra en parler plus tard. Et donc ça, c'est par exemple le type d'instrument, le type d'étude qu'on a fait là dernièrement. C'est qu'on aimerait bien suivre une étoile, sauf que quand on suit une étoile, par exemple en France, tous les 24 heures, enfin toutes les 12 heures, en gros, il fait nuit, et on peut pas. Et typiquement, là-bas, vous mettez votre télescope, vous suivez cette étoile, et puis vous avez 3 mois de nuit polaire, et donc pendant 3 mois, vous pouvez voir que cette étoile, elle a des petites variations. Et c'est pas embêté par le jour. Donc ça, alors, ça intéresse qu'un certain type de chercheurs, mais c'est typiquement le genre de résultat qu'on fait. On prend des photos de cette étoile pendant 3 mois, et on va mesurer la luminosité de cette étoile. Voilà, là on le voit un peu mieux, on voit clairement que ça ce sont des étoiles de référence, donc des étoiles classiques, qui sont prises en photo en même temps, et puis on voit que l'étoile qui nous intéresse, elle oscille, elle grossit, et donc là il y a beaucoup de science qui est fait autour de ça. Voilà, ça c'était un truc qui a été fait récemment et qui a été fait nulle part ailleurs. C'est la lumière de l'étoile Oui, qui varie. C'est la lumière de l'étoile qui varie, et donc physiquement il y a de la physique stellaire qui est faite, qui explique la variation, mais bon, l'idée c'est de l'observer pour pouvoir l'expliquer. Voilà, ça c'est un des télescopes qu'on utilise, et vous voyez, les photos, ça va du 16 février au 17 mars, à minuit, on a pris une photo régulièrement, et donc au début on voit quelque chose, et puis au bout d'un moment, on ne voit plus rien, quoi. Et c'est ce fameux télescope qui petit à petit s'éteint, voilà. Bon. Justement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe là, en ce moment, là ce matin, c'était moins 50 degrés. C'est assez chaud pour la période. Normalement, on est plutôt autour de moins 70. Mais c'est quand même chaud. D'ailleurs, il y avait des nuages, donc c'est pour ça que c'est chaud, en fait. Ça, c'était ce matin. J'ai un peu regardé. Et puis ça, c'est la photo de ce matin aussi. Enfin, c'était à 16h local là-bas. Bon, il y avait la Lune. On a de la chance. Le fameux télescope que vous voyez tout à l'heure, là, l'animation. Vous voyez qu'il est un peu, il a un peu souffert pendant l'hiver. Mais il est encore là. Bon, une autre caméra. Alors les caméras sont de mauvaise qualité parce que le réseau satellite qui permet d'envoyer les images donne un faible débit, donc c'est un petit peu compliqué, mais bon, voilà. On en a quand même. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un petit slideshow commenté. Alors, ceux qui sont arrivés un petit peu plus tôt, ils ont vu sur la vidéo qu'il y avait une petite étape du voyage, donc rapidement. Nous, où on va, c'est ici, donc Dôme C, le pôle sud étant là. Donc la station américaine au pôle sud, la station russe Vostok et la station franco-italienne ici. Voilà, toutes les autres bases sont sur la côte. Ça se passe plutôt pas mal. Et pour aller là-bas, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord chez le médecin. Alors on est convoqué à Paris avec tout un tas de papiers. Voilà, le papier qu'on vous ausculte dans tous les sens. Ça va encore pas trop mal. Les yeux, la tête, tout ça, bon. Et puis ensuite, on vous donne un papier à donner à votre dentiste. Alors là, vous allez voir le dentiste. Le dentiste, il est le papier. Voilà, bon, ok, vous ressortez 3 dents en moins, 3/4 d'heure après. Vous êtes content. Voilà, ça c'est ce qui m'est arrivé. Ça c'est du vécu. C'est pas si la dent elle est un peu de travers, et on va pas s'embêter, on va l'enlever. Mais bon, quand même, quand on est médicalement bon, on obtient la fameuse boarding pass. Et ça, c'est quand on a de la chance et qu'on a été sage,
Quand on a été sage, on voyage en A319 avec des hôtesses exceptionnelles, hein, voyage en première classe. On va donc jusqu'en Nouvelle-Zélande, on prend un avion et tout se passe bien. Et on arrive à Mario Zucchelli, la station côtière italienne. Ça, c'est quand on a été sage. Quand on n'a pas été sage, donc le voyage d'avant, il a duré en gros 48 heures. On va à Hobart, en Tasmanie, donc on s'est déjà tapé 38 heures d'avion, et on arrive sur ce truc-là qui s'appelle l'Astrolabe, surnommé le Gastrolabe par ceux qui l'ont déjà vécu. Le premier jour se passe bien, le deuxième jour, ça commence à être comme ça. Le soir du deuxième jour, bon, si on a un peu de chance, ça devait être le midi, c'était pas encore le soir, mais on arrive encore à manger, voilà, on arrive même peut-être à lire, et là, tout de suite, ça se passe beaucoup moins bien. Ça, c'est... voilà. Et là, on s'en prend pour 4 jours. Hein, 4 jours avec des creux de 12 mètres, et un peu les vagues que vous avez vues là, sur la vidéo, pour ceux qui sont arrivés un peu en avance. Enfin, voilà. Donc là, on ramasse. Clairement, on ramasse. Tout le monde ramasse, il n'y a pas d'exception, tout le monde est abonné au truc, et ça peut durer 6 jours, l'histoire. Matin du 6e jour, on arrive là, on voit les premières glaces, et là quand même on arrive dans l'océan donc austral, antarctique, c'est beaucoup plus sympa, les premières glaces, les premières bestioles, ça c'est un phoque de Weddell, donc on se dit que c'est bon, on va souffler, on est quand même bien fatigué, mais on respire, et là il devait être minuit à peu près. Et donc ensuite les premiers icebergs, et là on comprend l'ampleur de Titanic, hein. Tout de suite c'est tout de suite expliqué, il n'y a pas besoin de chercher, ce machin là fait 50 mètres de haut, et c'est acéré comme une lame de rasoir. Ça vous ouvre un bateau en deux sans... Voilà. Pareil, hein, s'il y a un morceau qui chute, la vague est telle qu'elle vous submerge, c'est fini. Hein. Donc ça arrive régulièrement sur les bateaux de croisière qui s'approchent trop près. On prend vraiment l'ampleur du truc. Et là, soleil de minuit au milieu des glaces, on arrive à se frayer un chemin quand même. Alors parfois on peut rester 3 semaines planté là-dedans, parce que le pack, le brise-glace n'est pas un vrai brise-glace. Donc il y en a même qui sont restés tankés 3 semaines, puis après qui ont fait demi-tour parce qu'ils avaient cassé le bateau. Mais on finit par y arriver. Oui, ça arrive. On sait quand on part, on ne sait pas quand on revient, on ne sait pas si on arrive. Et voilà. Et donc là, ça s'éclaircit. Et la station du Mont-d'Urville, qui est la station côtière française, qui sert de base logistique donc pour l'équipe française. Donc voilà, quelques images un petit peu du soleil de minuit là-bas. Là, on était le 3 janvier, je crois. Et voilà. Alors bien sûr, on est étonné parce qu'on trouve des animaux. On a quitté surtout la Tasmanie où il faisait 40 degrés. On arrive ici, il fait -2. Encore que ça va. Et donc les premiers manchots à Delhi arrivent. Alors ce truc-là, il y en a absolument partout. Hein. Ça fait à peu près 40 cm de haut, ça pèse 6 kg. Et surtout, ça vient vous picorer les mollets comme n'importe quoi. C'est très très curieux et il y en a vraiment partout. Donc la station française est sur une colonie de manchots. L'odeur, intéressant l'odeur. Très intéressant. Un poulailler géant, vous n'imaginez pas. C'est fabuleux. Fabuleux. Surtout quand vous rampez dans la neige pour leur dire bonjour, et après, enfin bref, on va pas s'étendre sur le sujet, déjà tout à l'heure c'était un peu pas... Voilà. Pétrel des neiges, assez intéressant, hein, comme... Ah ouais, des travers mais ils volent. Ah ouais, voilà, donc toujours les couleurs assez magiques, du soleil de minuit. L'astrolabe lui va s'en aller, hein, parce que nous on a du chemin à faire encore. Et donc là on s'apprête à prendre l'hélicoptère parce que c'est pas fini l'histoire, hein, on a attendu 2-3 jours là. On s'apprête à prendre un hélicoptère pour rejoindre l'avion qui va nous emmener sur la station Concordia. Et donc, la consigne, c'est vous vous équipez intégralement, pas de problème. Voilà, vous équipez, parce que si l'avion se crache pendant le trajet, bah, vous avez que ça pour survivre. Donc, il faut être quand même un peu habillé. Et puis là, le pilote, il dit « Ouais, mais ça le fait pas, j'ai pas envie, j'ai trop mangé. » Bon, alors forcément, là, vous êtes équipé pour moins 70. Donc, vous déshabillez, donc ça prend un quart d'heure. Une demi-heure après, c'est bon, on y va. Alors, on se rhabille. Voilà, moi, je l'ai fait 6 fois. Je l'ai fait 6 fois et je suis parti à la 6e fois et on m'a dit par contre tu prends pas tes bagages. Donc là, on a une demi-seconde, on prend une brosse à dents, 3 slips de t-shirt, des chaussettes et on monte dans l'hélico. Et les bagages ils arrivent quand ils arrivent et il y en a certains qui n'ont jamais vu leurs bagages. Mais bon, ça arrive. Donc ça faut juste être préparé mais on s'y fait très vite, de toute façon on n'a pas le choix. Et 4 heures après, on est donc sur la station Concordia, donc on a fait 4 heures de vol dans un petit avion, un Twin Otter. Il fait -20 à l'intérieur, on est au milieu des bagages, on est eu 5 ou 6 là-dedans, avec les salades aussi, parce que forcément il n'y a pas beaucoup de salades, et donc dès qu'il y a un avion qui y va, il en emmène, et voilà, et on arrive et on voit ce truc-là, au milieu de nulle part, c'est tout blanc, et donc les deux fameuses tours dont je vous parlais, qui communiquent avec un tunnel, voilà. Alors ça c'est le fameux avion en question, là, le petit Twin Otter.
Et ça, c'est ma première sortie. Gardez ça en tête, donc équipé de la tête aux pieds. Un an après, c'est un peu différent. Mais voilà, là, il faisait moins 40 à peu près. Et ça, c'est l'intérieur de la base. Donc là, pour le coup, il fait 20 degrés. Hein, c'est comme dans votre salon, c'est super confortable. Je vous ai dit, il y a une salle de sport, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des bureaux pour travailler, c'est bien équipé. On n'est pas dans une station des années 50. Hein, on est dans un truc super moderne et super confort. Et voilà. Un des télescopes qu'on va utiliser, qui a été préparé donc, dans le sud de la France, là, par le laboratoire et puis un prestataire externe. Et il y a un truc intéressant quand même, quand on vous parle de couche d'ozone. On vous dit, ouais, il y a un trou dans la couche d'ozone, tout ça, machin, ok, bon, bah, c'est pas une blague. Vous voyez là, là c'est un petit peu doré, je sais pas si on voit bien sur l'image, c'est un peu doré. Et alors moi, ces trucs-là, je les connais depuis 20 ans, et dans ma tête, c'était ça a toujours été noir sur ces montures-là. Je me suis dit, bah, ils ont fait une version spéciale gold pour l'Antarctique, c'est chouette, c'est sympa, ils l'ont doré et tout. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout, c'est que comme il n'y a plus d'ozone au-dessus de la tête, les radiations solaires sont telles que l'anodisation, là, le traitement qu'on applique sur l'aluminium, est devenu doré en quelques mois. Quelques mois d'été. À l'origine, c'est noir, noir, noir. Et en fait, ça brûle le traitement. Donc autant vous dire que là-bas, c'est pas le froid le problème en été, c'est les radiations solaires, il faut protéger les yeux, ça c'est systématique, et tout ce qui dépasse, parce qu'en 3 minutes, vous êtes brûlé. Voilà, donc là, la collègue avait enlevé son masque pour vérifier, mais les lunettes, elles sont pas loin derrière. Alors, hop, ça marche, voilà. Alors ça, c'est un télescope italien, une tente, bon, je sais pas... C'est des manips, c'est le genre de manip qu'on fait, donc c'est assez expérimental. Voilà, un autre type de télescope, celui-là qui est prévu pour observer l'infrarouge. Vous voyez, des fois, il y a quand même des trucs un peu... bon, parce que là, on avait besoin d'un truc, là-bas, on fait avec ce qu'on n'a pas. Et ce qu'on n'avait pas, c'était de la tôle pliée, bien propre. Voilà, donc on a pris du carton, on l'a sanglé, puis ça a fait le travail. Beaucoup de choses comme ça. Il y a aussi le fait que les matériaux les plus simples sont souvent les plus résistants. Le bois, la ficelle, la bête ficelle, le carton, ça résiste à moins 60. Le plastique, les cordes techniques, ça marche pas, ça casse. Donc en fait, on revient parfois aux bases, des trucs en bois, des trucs en carton, et ça marche mieux. Alors ça, c'est un petit voyage au fin fond. Je vous ai dit qu'il y avait une station sismologique, et ben on va aller la visiter. Donc on descend dans un tunnel. Puis dans ce tunnel, par exemple, on coupe la lumière, et en fait, on a ça en vision, on voit ça. Et alors cette couleur-là, qui est assez magique, c'est la lumière du soleil filtrée par la glace, en fait. Et c'est un bleu très très profond, très très intense, qui est vraiment de cette teinte-là, un petit peu moins intense en visuel, parce que là c'est une photo, mais on a vraiment cette sensation d'espèce de fluorescence, de nuage fluorescent, et en fait c'est le rayonnement solaire filtré. Voilà, et ça c'est une autre cave. Et donc on descend, on descend, on descend. Alors, on finit par descendre, alors ça fait un petit peu Indiana Jones, hein. On est un peu fatigué, donc au-dessus il fait moins 40, voilà. Et là on arrive au sismomètre, il fait moins 53. Moins 53, c'est la température moyenne du lieu. Alors nos grottes en France, c'est à peu près 12 degrés ou 13 degrés, je ne sais plus trop. Là-bas, c'est moins 53. C'est la moyenne annuelle, en fait. Donc en été, quand on a envie d'avoir frais, on va là-bas. En hiver, quand on a envie d'avoir chaud, on va là-bas. Voilà, c'est à peu près ce qui s'y passe. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Donc on a vu les sismomètres, on a vu les ballons à atmosphère. Alors ça, c'est des ballons sondes sur lesquels on accroche des sondes et puis ça permet de récupérer des données. Ce machin-là est plein de talc et ce machin-là explose au moindre contact avec le métal. Donc si vous voulez vous transformer en bonhomme de neige, vous pouvez jouer, vous êtes sourd et en plus tout blanc. Ça arrive tout le temps. Voilà, donc tous les jours, il y a un ballon qui est envoyé. Alors on a aussi des engins mécaniques, donc tout ça ce sont des engins qui sont préparés spécialement pour l'Antarctique. Celui-là d'ailleurs était en panne, c'était pas 31 décembre, ça c'était le Noël d'après. Donc voilà. Alors des fois il se passe des choses aussi. Hein. La glace, en fait, la surface peut être à la fois très dure et très molle. Donc vous avancez de 2 mètres, vous enfoncez jusqu'au genou, et puis le mètre d'après, vous ne pouvez pas le percer à la pelle. C'est ce qui peut se passer. Voilà, alors tiens, une antenne satellite, on parlait de communication tout à l'heure. Mon premier hivernage, j'avais droit à 2 mails à peu près par jour, parce que la connexion coûtait à peu près l'équivalent de 7 € la minute. Donc télécharger Le Monde, c'était 250 € ou 300 €. La Repubblica italienne, c'était 600, parce qu'il y a beaucoup plus de pubs. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Donc on téléchargeait ça 1 fois par semaine pour que les 2 pays soient un petit peu
un peu équivalent, mais ça coûtait cher quand même, les Italiens. Et ça coûtait super cher, on pouvait pas envoyer des documents, la connexion n'était pas permanente, enfin bon, c'était un peu la galère. Mon deuxième hivernage, j'en ai fait 2, on avait une connexion satellite permanente haut débit. Alors le haut débit, c'est 512 kilobits, c'est les premières connexions ADSL pour 15 personnes, hein. Vous imaginez bien que c'était un peu la foire d'empoigne, mais c'était mieux que rien, parce que c'était permanent. Et on payait un forfait à l'année de l'ordre du million d'euros, non, 150, 300 000 euros, je crois. Bref, bon voilà. Mais donc on a maintenant des moyens de connexion modernes qui permettent de rapatrier des données, et donc les fameuses images que j'ai récupérées ce matin sur la base. Ça, retenez, peut-être, bon, je vous en parle pas, mais retenez, c'est une forme de technologie polaire. Vous verrez plus tard à quoi ça peut servir. Mais en attendant, on va parler de nourriture, parce qu'il faut nourrir 12 personnes pendant un an, donc eh ben, on fait le ravitaillement en été, et on remplit les stocks, les stocks, oui, du stock de tout. Et on manque de rien à Concordia, donc on est bien chauffé, on est bien installé, et on mange bien, parce qu'on a un vrai cuisinier. Et dans la série des travaux d'été, il y a le déneigement, même s'il ne neige pas sur la base, hein, c'est moins de 10 mm par an de précipitation, il y a le vent qui ramène de la poussière, et donc il faut déneiger quand même. Ça, c'est le loisir, oui, parce qu'on n'a pas parlé de ça. Alors, quand on ne sait pas quoi faire et qu'il fait moins 40, on va prendre un bain. C'est pas une piscine, hein. Vous n'allez pas croire qu'on a une piscine chauffée là-bas juste pour les gens qui vont hiverner pendant un an. Pas du tout. C'est là où on fait fondre la neige pour boire. Vous allez me dire, c'est franchement dégueulasse, mais bon, je suis désolé. Non, en fait, c'est un fondoir donc à glace. Ça, c'est la production d'eau potable. Il faut mettre de la glace dedans pour la faire fondre, pour ensuite pouvoir de l'eau potable. Et donc, tous les 15 jours, il faut le nettoyer, ce truc, parce qu'il est situé sous la centrale électrique, donc il y a du carbone qui tombe dedans, hein, comme ce sont des générateurs. Et du coup, avant de le nettoyer, on se fait un bain, donc c'est plus 40 dedans, moins 40 dehors, voire moins 60 en hiver. Et ça permet de faire des trucs assez sympas, comme les cheveux du monsieur, ou de scotcher des tongs, c'est très drôle aussi. Voilà. Et quand on sort, par contre, il faut vite y aller, parce que ça, voilà, c'est un peu... Ça, c'est la suite de ce que vous avez vu tout à l'heure. Hein. Vous vous souvenez, la technologie polaire dont je vous parlais. Il y a un merlot qui va y passer, là, mais ça finit comme ça. Et donc, ça, c'est l'autre type de loisir qu'on peut trouver en été. Parce qu'à un moment donné, on travaille tous les jours, sauf le dimanche. Et donc, le dimanche après-midi, c'est un peu la relâche. Et on est assez créatif, hein, surtout les gens qui vont là-bas. Voilà, alors ça c'est aussi une certaine créativité, c'est le gars qui a pondu la chaussette d'évacuation pour l'Antarctique. Donc alors comment ça fonctionne? C'est pour évacuer, hein, c'est un organe de sécurité. Vous en envoyez un, parce qu'il y a le feu dans la base, on imagine. Le premier, comme la chaussette elle se retrouve à moins 60, surtout en hiver, elle est gelée. Bon, le seul moyen de le faire descendre, c'est d'en envoyer un deuxième, puis un troisième. Et donc comme ça elle va se réchauffer, et puis au dernier, lui ça va passer tout seul. Mais la vérité c'est ça, hein. Je l'exagère à peine. J'ai des vidéos où je ne peux pas les montrer, j'ai dit que je ne le ferais pas, mais non, vraiment. Voilà, ça fait partie des exercices de secours. On travaille beaucoup sur les exercices de secours. Il faut savoir que le premier risque d'une base polaire, c'est pas le froid, c'est le feu. Si la base brûle, on n'a pas de secours. Le froid, on peut s'en protéger. Le feu, c'est fini. Du coup, on travaille aussi sur les installations électriques. Donc ça pourrait être un samedi après-midi, par exemple, aller filer un coup de main aux copains pour aller installer un petit câble d'1 kilomètre, avec quelques tonnes, là, en cuivre. Et donc tout ça c'était pendant l'été, plein de monde, plein d'activités, et malheureusement fin janvier, le dernier avion s'en va et il laisse l'équipe d'hivernage, donc les joyeux là qui sont ici, qui seront tout seuls pendant 9 mois. Donc au revoir l'avion, on est parti. Et donc ça c'est notre premier repas en tant que hivernant, donc permet de voir un petit peu l'installation de la base. Avec notre chef cuisinier, parce que ça il faut savoir qu'on a à la fois du confort, mais on a aussi quelqu'un qui sait faire à manger, donc c'est toujours un chef qui a une certaine compétence, une belle cuisine. Alors, en fait, moi j'ai eu de la chance, j'ai toujours hiverné avec un Italien qui a fait ses cours de cuisine en France. J'ai choisi le même, c'est Giorgio là. Du coup, le gars c'est un Italien, et il a appris la cuisine en France avec des chefs. Donc, moi j'ai eu du bol, il y en a qui ont eu moins de chance. Hein. Là, Est-ce qu'il y a des congélateurs là-bas? Ouais, il y en a, mais en fait on met tout dehors. On met tout dehors. On a un petit stock de congèle proche, mais sinon tout est stocké dehors dans les containers. Voilà. Ça c'est le laboratoire d'astronomie, avec les différents télescopes dont je vous ai parlé tout à l'heure, là pour faire la qualification du site. Voilà. C'est pas tout à fait un laboratoire comme on verrait ici, parce que là-bas il pleut pas, donc on peut laisser les instruments dehors. Il n'y a pas de problème. Là on voit que les couleurs changent un peu, on s'approche, le soleil baisse. Là
Alors, on a eu la chance, on a vu une éclipse de lune la première année, donc on a fait quelques images de la lune. Je pense que c'est quasiment les seules qui ont été faites avec cette résolution-là, dans des conditions pourries. Hein. Si on regarde là, le vent était insupportable, c'est très rare, mais c'était insupportable. La sangle, elle est presque à l'horizontale. Et on s'était quand même sorti un peu dehors et on avait réussi à faire ça, ce qui est plutôt pas trop mal. Donc c'est une éclipse partielle, hein, mais on était assez contents de nous. Voilà. Et après on est retourné à nos exercices de secours, puisque le seul moyen de se sauver, c'est de nous sauver nous-mêmes, puisqu'on ne peut pas être évacué en hiver, hein, je le répète. Sur la station spatiale, ils sont à 400 km, ils ont un problème, ils appuient sur un bouton, 2 heures après, ils sont sur Terre. Nous, c'est pas la peine. Hein. Donc il faut se débrouiller. Donc on a 1 et 2 médecins, un médecin, et puis on a un médecin de l'agence spatiale là, qui est plutôt plus proche du psychologue qu'autre chose. Mais bon, qui a une formation un peu poussée avant de partir. Et on apprend après les gestes. Alors là, on apprend à défibriller, des trucs un peu sympas. Bon, voilà, on y reviendra après, il y en aura sûrement d'autres. Ça, c'était une réactivation de notre camp de secours. Vous voyez, l'intérieur de la base n'est pas tout à fait le même, parce que on a un camp de secours, c'est le camp d'été qu'on réactive pendant l'hiver au moins une fois pour savoir si on est capable de se sauver. On met 3 jours pour le réactiver, donc autant vous dire qu'il faut quand même pas être très pressé et très très dans l'urgence, mais on y arrive. On avait fait Pâques dans ce truc, il fait moins 20 là, hein, à l'intérieur. Voilà, l'hiver avance, les couleurs changent. La glace commence à recouvrir les instruments, donc ça, ce sont des instruments qu'on doit, quand on fait de l'astronomie là-bas, les déneiger tous les jours, hein, et booster. Voilà, parce que sinon, c'est en quelques jours comme ça, et donc on ne peut plus observer. Alors le fameux camp d'été dont je vous parlais avec les tentes, hein, pour faire du camping, et puis les bâtiments qu'on réactive, là, qui sont en face, en fait, ils sont plus par là, il y en a aussi un là. Et la tente du forage Epica, qui était ici, c'est là où on a foré à 3 km. Voilà, alors ce type de truc qu'on ferait même pas en France parce que c'est dangereux, là-bas on n'a pas le choix parce qu'il faut aller vite et il fait tellement. On fait plein de trucs qu'on devrait pas faire, mais comme les conditions sont très difficiles, là il fallait monter. Bon, voilà, parfois on voit des choses pas très raisonnables, mais on veut pas passer des heures dehors non plus, quoi. Et là, ma collègue a eu le malheur de faire une opération très difficile là-bas, c'est-à-dire vouloir regarder avec son œil dans un télescope. Alors ici c'est très simple, vous le ferez tout à l'heure. Et elle, ça lui a coûté une jolie brûlure. Ça, c'est notre ami glaciologue qui doit couper des lamelles de 10 mm sur 30 cm. Donc là, lui, il va rester en gros 3 à 4 heures par jour dehors, à faire des carottages, à récupérer des échantillons. Et ces échantillons, il faut les mettre dans des sacs. Alors, vous avez vu ça, hein, c'est des grosses moufles. Et voilà, allez mettre un échantillon dans un sac comme ça. Donc là, le gars, il y fait moins 65 et il se fait tous ces échantillons à la main. Quand il rentre, il a plus de main pendant 2 heures, quoi. Il est incapable de rien faire avec ses doigts. Mais voilà, donc lui, on a calculé qu'il a fait plus de 1000 km à pied par moins 65 en équivalent pendant l'hiver. Tous les jours, il sort, le glaciologue, et tous les jours, il fait le même trajet, il va chercher les mêmes échantillons. Bon, ça, c'est une jolie photo, on va dire. Ça, c'est une lune. Ça, c'est un rayon bleu, vert, et presque toutes les couleurs à la fois. Donc pour ceux qui font de la phéto, ils savent peut-être ce que c'est. Mais en gros, c'est quand le soleil disparaît derrière une arête très vive, il y a un flash de couleurs, dû à un phénomène optique, donc ce qu'on appelle le rayon bleu ou le rayon vert, hein, vous irez vous documenter sur le web, et donc c'est un flash de couleur bleu ou vert très intense. Et à Concordia, c'est tellement bizarre qu'en fait on a tout le spectre. Et donc c'est le soleil qui se cache derrière l'horizon et qui émet ce flash très intense, et que j'ai réussi à prendre en photo plusieurs fois. Voilà, et alors, des fois il est même comme ça. Et donc c'est fait derrière un télescope avec un appareil photo Canon, voilà, et c'est rarissime, hein. Je crois que c'est les premières qui ont été faites. Mais voilà, en fait, voilà, normalement on voit ça. Et moi j'ai zoomé là-dessus avec un gros télescope, et donc j'ai attendu que ça se passe, et j'en ai fait quelques-unes. Ça, c'est ce que vous verrez ici si vous le faites derrière une colline. Et si l'air est pur. Voilà, donc ça, c'est notre laboratoire d'astronomie. Donc des télescopes, il y en a ici, il y en a ici. Ça, c'est le petit laboratoire où il y a notre informatique. Et puis là, il y a le fameux télescope que je vous ai montré tout à l'heure, vous saviez, qui tournait là. Bon, c'est celui-ci. Ah, oui, les Anglais. Les Anglais. Donc j'ai eu la chance d'avoir un médecin anglais, et surtout un médecin anglais fan de sa reine, comme tous les Anglais. Et donc, un thé sur le toit de la base pour le jubilé de la reine. Donc température ressentie moins 90,
Eh ben, on l'a fait, hein, sur le toit, à 20 mètres du sol. Bon, des fois aussi on fait du sport, mais on a fait aussi le thé sur le toit. Et donc le fameux médecin dont je vous parlais, bon après voilà, il lui travaille pour l'agence spatiale, il s'occupe des tests psychologiques. Autant vous dire que quand vous voyez le bonhomme, vous êtes rassuré tout de suite. Hein. Quand on parle de psychologie, là il y a du lourd. Voilà, et là on apprend à faire des trucs beaucoup moins drôles, donc à poser une intraveineuse, à faire une prise de sang, à faire une analyse avec un électroencéphalo, les radios aussi. J'étais radio et prise de sang, et puis il y a d'autres collègues qui étaient plus sur des trucs un peu plus pointus. Et la salle d'opération qu'il faut apprendre à maîtriser avec des simulations assez réalistes régulièrement. Et c'est là qu'on a perdu l'infirmière de tout à l'heure, hein, parce qu'elle n'a pas supporté la simulation, elle a paumé deux, ils sont tombés dans les pommes. Parce que quand on se met dans la condition d'un médecin, moi j'y étais pas, je connaissais pas, avec tout l'équipement de chirurgie, la chaleur pour le coup qui monte dans le bloc, la vue de ce sang simulé, c'est pas du vrai. Et ça fait quelque chose. L'odeur du bistouri électrique, ces trucs-là, c'est ça donne parfois des accidents, et on en a eu deux. Les gens qui sont tombés dans les pommes, mais il faut être prêt. Et alors j'ai une petite question, si vous avez une équipe avec une équipe complète, vous prenez qui comme assistant chirurgien? Ouais. Véridique. Il n'a même pas le droit de poser la question. C'est oui, toi tu seras mon assistant. Et après les autres, on tourne. Mais le cuisinier est recruté d'office, ouais. Ça rassure. Et aussi on fait pompier, hein, parce que comme je vous ai dit, le feu c'est le truc. Alors ça par contre, exercice de pompier, c'est tous les mois à haute dose avec des simulations plus ou moins grandes. On fait péter des fumigènes, on se met vraiment en situation. Ça c'était sympa, c'était un échange avec la station spatiale. On avait obtenu 45 minutes de vidéo avec la station spatiale. Notez la technologie employée par la NASA, hein, un bloc-notes pour nous communiquer avec nous. Mais ouais, ça c'était vraiment chouette. Par contre, on avait réussi à faire ça, et du coup ils avaient une petite caméra portable dans l'ISS, et donc ils nous avaient fait visiter la station spatiale. On avait fait pareil de notre côté, et l'échange était assez sympathique. On est au milieu de l'hiver, il y a la midwinter, c'est la fête antarctique, où 21 juin, donc la moitié de l'hiver, toutes les bases font une fête et organisent des festivités, et donc c'est un peu la semaine de relâche, c'est la semaine de vacances, parce que sinon il n'y en a pas. Donc ce genre de festivités. Jouer aux boules par moins 70, pourquoi pas, il faut le faire, hein, c'est intéressant. Monter une tente pour dormir dedans, pourquoi pas. Alors, donc le fameux de tout à l'heure, là, hein, le médecin, lui, il n'y a pas de doute. Lui, je me souviens plus qui c'est, et là, il y avait un Russe, et alors le Russe était très content, parce qu'on avait quand même un Russe avec nous, hein, puis de l'ancienne époque, hein, la version un peu dure. Et il est très fier, et chez lui il a cette bouteille dans une vitrine, parce qu'en fait c'est le seul gars sur Terre qui a dormi avec sa vodka dans son sac, et la vodka a gelé. Faites geler de la vodka, allez-y, et dormez dans les mêmes conditions. Voilà, il l'a fait lui, Igor. Voilà. Alors Igor reviendra plusieurs fois dans le petit exposé, parce qu'il nous a fait des trucs pas mal, voilà, donc bon, ça c'est les paysages qu'on a. Cette tour fait 40 mètres, je vous montrerai un truc tout à l'heure. Ça c'est un abri qu'on avait fait en hiver, on n'avait pas de moyen de levage, on a passé 10 dimanches à faire ça, on faisait ça sur notre temps de repos, et on a construit un abri par moins 70, et on était content quand on avait fini. Voilà, alors ça aussi c'est pas mal, ça c'est quand vous passez 2 heures dehors. Quand vous passez 2 heures dehors, vous rentrez, vous êtes comme ça. Alors vous êtes comme ça, et surtout ici, là, ça c'est sympa, parce que vous êtes dehors, puis vous sentez que ça commence à geler, là. Alors, commence à geler, donc vous ouvrez, donc ça tire. Alors vous enlevez le gant, vous plaquez la main pour réchauffer, pour réussir à ouvrir l'œil. Alors après, c'est l'autre forcément qui se met à déconner, donc vous remettez le gant parce que vous avez la main gelée. Enfin bref, voilà. Et alors surtout, faut pas tirer sur la glace quand elle est collée sur la peau. Faut pas. Voilà, Igor, le Russe. Hein, alors nous, Polartec, Gore-Tex, tout top. Hein. Non, Igor, lui, il a sa tenue retournée, et surtout le chiffon de sa grand-mère avec un trombone. Tout aussi efficace. Il avait compris que les tenues, en fait, en dessous moins 60, elles devenaient rigides. Et du coup, il portait sa tenue à l'envers, parce que la partie intérieure, c'était le duvet, et du coup, elle ne givrait pas. Enfin, il ne se rigidifiait pas. Alors que la partie extérieure, normale, c'était un truc un peu high-tech, haut de gamme, une fibre synthétique, et elle devenait dure.
Et ben donc il portait sa combinaison à l'envers avec le chiffon de sa grand-mère sur le nez, et il a fait tout l'hiver comme ça. Ouais, bon. Et alors voilà, ça c'était pareil, hein, une petite expérience, 1h du matin, 1 kilomètre de la base. Je savais que je pourrais aller remonter le disjoncteur en skidoo, mais que je ne pourrais pas revenir. Donc 24 heures après, le skidoo était comme ça, bien sûr, hein, totalement givré, inutilisable. Et voilà, quoi. Bon, voilà. Donc le matériel ne fonctionne pas en hiver là-bas, en tout cas la mécanique. Ça c'est un télescope, voilà. Si on ne fait pas attention, il peut se produire ça. Donc là, on passe un peu de temps à nettoyer. Et puis après, si on va passer vite, voilà, ça devient bloqué. Donc il faut tout démonter. Et bon, bref, voilà. Ça peut vite devenir tout compliqué. Si on ne répare pas un problème tout de suite, ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne et ça devient la galère. Là, on avait besoin de faire un contrepoids. On a pris une route dameuse, on l'a remplie de plomb de batterie et on a fait un contrepoids. Voilà. Là, j'avais besoin de faire des soudures dans un abri. Je ne pouvais pas travailler et faire mes soudures à moins 60. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cousu des couettes. Et puis j'ai mis un petit chauffage radiant, et puis j'ai pu ouvrir mon abri, et puis voilà, faire mes soudures. Ça c'est le ciel de nuit. Ouais, ça c'est la lune, pour vous donner une idée de... Voilà. Et on voit quand même les étoiles, hein, mais... Voilà. Des fois il y a des trucs bizarres aussi qui se passent, il y a un machin qui passe par là, bon, voilà. Et puis surtout là il y a un satellite hein, qui a fait un flash, c'était un iridium. Qu'on peut observer, les satellites Iridium, documentez-vous, vous pouvez les observer facilement, pendant encore quelques mois, parce qu'après ils vont disparaître, mais on est capable de prédire l'arrivée de ce truc-là à la seconde près. Et donc là, c'était vraiment un coup de bol, mais il y en avait un. Une petite photo astro qui est extrêmement moche, vue d'ici. Là-bas, il y a 3 mois de préparation, 2 heures pour faire la photo, et après le matériel était à jeter. Voilà. Donc l'astronomie là-bas, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça poserait pas de problème à des températures normales. Mais là, la photo est moche, mais elle a le mérite d'exister. Ça, c'est pareil. Hein. C'est une petite mosaïque. Pour faire ça, c'est compliqué. Ouais, ça encore, ça va pas trop mal. Alors, quelques aurores. On n'a pas beaucoup d'aurores à Concordia, parce que si on avait beaucoup d'aurores, on ne pourrait pas faire d'astronomie. Donc, c'est situé dans une zone où le cercle auroral est un petit peu à l'écart. Et du coup, quand il y a des aurores, c'est que vraiment, il y en a beaucoup et des très intenses ailleurs. Et ça, c'était mon 2e hivernage, et j'ai eu de la chance, j'ai vu des aurores, parce que le premier, c'était vraiment infime. Et là, on en a eu un petit peu. Et donc, toujours cette voie lactée là qui tranche. La nuit, quand vous vous promenez, qu'il n'y a pas de lune, vous voyez l'ombre de la voie lactée quand vous déplacez la main, c'est l'ombre de la voie lactée. C'est vraiment étonnant. Un météore, bon, ça peut arriver. Et là, on avait un météore donc, qui a laissé de la rémanence pendant environ une dizaine de minutes. Là, c'était assez étonnant. Donc, il a explosé. Et puis ensuite, on a vu des traces après sur la caméra pendant 10 minutes. Je faisais des photos toutes les 30 secondes à peu près. La Terre tourne, hein, je vous promets, hein, ça existe. Hein. Elle n'est pas plate et tout, elle tourne. Hein, et ça, donc, c'est l'équivalent de l'étoile polaire pour nous au pôle Nord. Là, c'est au sud. Hein, voilà. Donc là, c'est l'axe du pôle Sud. Et donc ça, on se positionne avec son appareil photo en direction du pôle, on ouvre l'appareil photo, et puis on revient une demi-heure après, on a ce type d'image. Vous pouvez faire ça très facilement avec vos appareils photo, en visant, bien sûr, cette fois l'étoile polaire. C'est très facile à faire ici, là-bas c'est un peu plus compliqué, mais on a réussi. Voilà, bon ça c'est encore des petites photos. Celle-ci, elle est de travers, mais j'y peux rien parce que c'était mes premières aurores, les seules aurores que j'ai vues lors de ma première mission. Donc on a entendu alerte aurore, on est sortis tous, on dormait. Moi j'étais en charentaise et j'ai juste eu le temps de prendre un truc. Et le trépied photo, le temps d'arriver de le poser, il avait gelé, donc j'ai pas pu le redresser. Donc la photo, elle est telle qu'elle est. Voilà. Après j'ai progressé hein, quand même, hein, ça se voit. Mais ouais. Bon, ça aussi. Voilà. Voilà, il y avait vraiment pas mal d'aurores. C'était assez exceptionnel quand même. Voilà, il y a des météores partout. Là, ça c'est des météores par contre. Voilà, là aussi. Là, on avait été gâtés la deuxième fois, franchement. On s'est bien fait irradier, mais on a été gâtés. Voilà, bon, je passe parce qu'il y en a quand même pas mal. Hein. Si vous voulez les voir après, je peux vous les remontrer après, mais on avance. Ce type de joyeuseté aussi est sympathique. Monter sur une tour de 40 mètres pour aller changer un anémomètre en hiver. Ouais, ça c'est copieux ça. Clairement, j'ai une vidéo si vous voulez rester après, ça c'est copieux. La température ressentie, moins 103. Je peux vous dire que là, la sortie, elle fait 1h30. Hein. C'est à 1 km de la base, ça monte à 40 mètres, ça redescend, ça rentre, ça met 1h30 dehors. Là c'est pourri, vraiment.
Et là, on était en haut à 40 mètres. Alors, ça, c'était le nettoyage du fameux fondoir dans lequel on se baignait. Donc, même en hiver, c'est pas très drôle à faire, mais il faut le faire quand même. Donc, corvée de nettoyage. Donc, on fait chauffer l'eau, on vide un petit peu, on met du détergent, on frotte, et puis après, on rentre. Autant vous dire qu'on est bien pourri après, parce que les combinaisons sont bonnes à rincer. Système de distribution d'eau, parce que bah oui, il faut faire fondre l'eau et la cheminée, et bah, parfois ça tombe en panne. Système de générateur, donc c'est malheureusement de l'énergie diesel qui nous alimente. En gros 150 tonnes par an de diesel, hein, et pour emmener 150 tonnes là-bas, depuis la France, il faut en brûler 150 tonnes. C'est à peu près 1 pour 1 le rapport. Là, on avait tout démonté parce qu'on n'avait plus d'eau. Donc, au bout de 4 jours, c'était alerte rouge sur la base. Ça avait gelé. Bon, je passe. Ça, c'est pour vous donner une idée de l'ambiance un petit peu du camp d'été en hiver. C'est assez étonnant. Et ça, c'est nos containers, nos réservoirs de fuel, justement, donc, qui sont stockés solides. Et puis, on les met en chauffe pour les liquidifier au fur et à mesure qu'on les consomme. Voilà, donc ça, c'est le soleil qui commence un petit peu à revenir. On a passé la midwinter, là, Zalfa qui observe, ça va beaucoup mieux. Ça, c'est des fois quand on n'a pas le courage de rentrer à la base, on se couche dans le fameux abri où il y avait l'informatique, là, en forme de tonneau. Il faisait -20 au sol. Mais des fois, on est trop fatigué pour rentrer, mais donc il faut mieux se reposer avant. Voilà, les fameux télescopes avec les fameuses dorures là, qui sont normalement comme ça. Voilà. Celui-là, il a dû être installé cet été-là, et puis celui-là avait déjà fait un été. Soleil qui pointe son nez, on est à peu près autour du 5 août. Donc on perd le soleil le 5 mai, on le retrouve à peu près le 5 août. Voilà, ah ouais, ça c'est copieux aussi. Tiens. J'avais joué avec le mécanicien, qui faisait 30 kilos de plus que moi, forcément ça s'est mal fini, forcément je me suis fait écraser. Donc suspicion de côte brisée. Et ce truc-là est un appareil de radio, assez étonnant, hein, ce machin-là prend une radio. Et je me suis inquiété quand j'ai vu que le médecin avait demandé aux femmes de changer de bâtiment pour protéger leurs ovaires. Donc autant vous dire que j'ai pris une sacrée dose. Et la télécommande fait 20 mètres. Mais bon, c'est en vente libre chez les militaires. Alors, voilà, j'ai fait ma radio, rassuré. Après, l'année d'après, j'ai eu l'échographie. Là, j'ai découvert que j'ai une vésicule qui allait pas bien. Mais bon, on apprend aussi à faire ça. Et je vous parlais d'eau. Et d'eau et donc de recyclage, parce que l'idée, c'est quand même de ne pas fondre beaucoup d'eau, parce que fondre de la neige, ça consomme de l'énergie. Donc tout ce qu'on peut recycler, on le fait. Et les eaux grises, on peut recycler 80%. Donc quand on prend une douche, on récupère 80% de l'eau dans un prototype conçu par l'agence spatiale qui permet de faire ça par de la filtration sans produits chimiques. Donc c'est différentes étapes de filtration. Et au final, on a de l'eau qui est entre guillemets potable, même si on ne la boit pas, elle resserre pour la douche, mais elle serait au standard de potabilité. Il n'y a pas de souci. Les fameux générateurs qui nous alimentent, donc il y en a 3 plus un de secours, environ 115 kW par générateur. Il en faut un pour l'hiver et au moins 2 couplés pour l'été. Et un réseau de plomberie tout à fait simple à dépanner, hein, comme vous pouvez voir. C'est le genre de truc, dans la demi-heure c'est dépanné si vous avez un problème, hein, mais vous allez y arriver. Des cubes. Qu'est-ce qu'on fait là-bas de nos déchets? On les compacte et on les met dans des boîtes. On les met dans des boîtes et on trie, après on renvoie, on laisse rien sur place, on essaye. Et c'est là où on voit où la psychologie intervient, parce que quand vous avez des fumeurs sur une base qui tombent en panne de cigarettes au mois de juin, parce que les 150 cartouches, ils les ont cramées, et ben là, l'instinct primaire revient, et donc on commence par démonter les faux plafonds et les faux planchers de la base pour essayer de trouver des mégots. Et puis quand on n'a pas trouvé de mégots dans les faux plafonds et les faux planchers, parce que ceux d'avant, ils l'ont fait aussi, hein, faut pas rêver, et ben on retourne dans le container à déchets, là, et puis on passe des après-midi complètes de repos à dépouiller les boîtes pour retrouver des mégots là-dedans, qu'on va gratter, refumer. Et, non mais sérieux, l'esprit peut aller jusque-là, on est capable de faire ça. Hein. Moi je l'ai vu 2 fois en 2 ans, donc voilà. Mais bon, plus réjouissant quand même, on célèbre tout ce qu'on peut célébrer, et on fait des cadeaux à nos amis pour leurs anniversaires, par exemple, notamment la collègue qui est là, à qui on avait chopé ses charentaises. Alors là-bas c'est drôle pour faire des blagues, hein. Vous prenez une charentaise, un téléphone ou ce que vous voulez, vous mettez dans un seau, vous mettez le seau dehors, vous revenez 2 heures après, vous avez ça, et puis vous lui servez à table, elle est ravie. Voilà. Ceci est une chaussure prévue pour moins 100 degrés. Autant vous dire que ça c'est du pipeau, tout ce qu'on vous dit. Les choses cassent, tout casse là-bas.
donc il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Ça, c'est totalement interdit, hein. Vous n'avez rien vu. Les tentes sont chauffées au fioul. Et donc, quand le truc est bloqué, le fioul rentre dans la fumée. Bref, sombre histoire. Donc, il faut vite aller dépanner. Et tout ça, il va falloir déneiger aussi. Voilà, ça, c'était un de mes bureaux. Quand vous arrivez le matin, même s'il n'y a pas beaucoup de vent, parfois, il y a un petit coup de vent. Et donc, la porte, elle est là-dessous. Donc, voilà. L'arrivée au bureau du matin, vous êtes content. Vous allez pelleter pendant 2 heures. Là aussi, hein, un autre bureau, j'avais pas de chance. 2 bureaux où il fallait pelleter de temps en temps en arrivant. Et du coup, on pelte. On apprend à pelleter avec notre ami Igor, là, qui est bien sûr... voilà, hein, la grand-mère a suivi d'ailleurs. Voilà. Et ça casse, voilà. Encore un levier de vitesse, encore un skidoo et encore moi, malheureusement. Là, on s'active un peu parce qu'on est 9 mois plus tard. Donc, là, va arriver donc fin octobre, début novembre normalement. Et donc voilà, donc on s'active, on prépare la base, on a redémarré les engins qui fonctionnent, hein, parce que le seul truc qui marche en hiver, c'est à peu près ce truc-là, mais il faut 24 heures pour le démarrer. Ça, pas question, ça marche pas, il fait trop froid, et voilà. Et le skidoo, ça marche pas. Donc en gros là, grosse étape de mécanique, on prépare tout, on répare tout, et on fait des sacs poubelles. Alors là, il y a un truc, bon bref, je sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des sacs poubelles comme ça? C'est pas des poubelles en fait, c'est simplement pour baliser, pour créer une piste d'atterrissage, parce que les avions doivent se poser, donc il faut fabriquer une piste à la main. Et donc on balise avec des sacs poubelles remplis de glace, et l'avion va arriver, tout va bien se passer. Ça c'est le RAID, c'est le fameux convoi de tracteurs qui nous amène le fuel et les denrées lourdes, donc beaucoup de nourriture aussi. Et donc c'est eux qui apportent à peu près 150 tonnes de fuel, et juste sur le trajet ils en consomment 75, les autres étant consommés sur le bateau. Voilà, bon, ça c'est un petite vue de la base. Là il commence à faire bien meilleur. Des structures de glace qu'on peut voir aussi. Ça se truc ça s'appelle. Le petit ballon pour que l'avion puisse nous voir quand il arrive, parce que si c'est un Basler, il est très haut et il ne voit pas la piste. Donc il faut le baliser. Le voilà, un petit avion, la Lune au hasard. Et le voilà, il se pose. Celui-ci a failli me tuer, parce que je pilotais l'avion sur le skidoo et le skidoo est tombé en panne, et donc ces gros machins ont failli me broyer en deux, mais bon. On a juste eu le temps de sauter du skidoo et de le tirer avant qu'il passe. Et donc, retour en été, retravaux. Donc là, on a installé une coupole pour le télescope que vous avez vu tout à l'heure sur l'animation. Donc la coupole est arrivée en petits morceaux, il a fallu la monter. Mais enfin bon, en été, ça se passe plutôt bien. Il fait entre moins 20 et moins 40. Le RAID qui arrive une nouvelle fois avec du chargement. Ça, ce sont des gros tracteurs qui ont été modifiés. Eux, ils passent 15 jours à la montée sur leur... donc ils partent de Dumont d'Urville. Ils font les 1100 km à peu près 10 km/h. Ils vivent dans leur camion et puis ils amènent tout le chargement. Donc c'est un gros convoi. Voilà. Je vous disais tout à l'heure que le site était exceptionnel pour l'astronomie, notamment grâce à la stabilité de l'atmosphère. Essayez de faire ça avec un chargeur dans votre salon, avec un engin. Alors déjà, il faut rentrer l'engin dans le salon. Bon, ça, je vous laisse faire. Mais par contre, je vous garantis que les rondes fumées comme ça, ils ne seront pas aussi stables, ils ne resteront pas aussi longtemps dans votre salon. L'atmosphère est tellement stable qu'il n'y a pas un pet de turbulence par moment. C'est pas tout le temps, mais ça peut arriver. Du coup, nos collègues arrivent. Voilà. Et là, le soleil est caché derrière. Là. C'est tellement transparent que juste un doigt ou un morceau cache le soleil. Installation du convoi de tracteurs. Là, ils sont au café le matin avant de repartir. Et leur caravane. Donc eux aussi, ils sont plutôt pas mal installés. Hein. Voilà, ça, c'est des différents types de moyens de locomotion en été. Donc on a même des vélos. Ça marche plutôt pas mal. Voilà, par exemple. Des fois, il se passe des choses. On fait des panneaux. Bon. Ouais. Bon, le dimanche après-midi, je vous ai dit, c'était relâche. Hein. En fait, là, ils avaient mis un radar pour piéger le convoi du raid. Bon. Donc ils ont sorti le mec, ils l'ont menotté et tout. Enfin bon, bref, ils ont sombre affaire. Mais voilà. Et ça, c'était... vous remettez la fameuse photo où je vous ai dit, c'est ma première sortie par moins 40. Ça, c'est 1 an après, dans les mêmes conditions. Autant vous dire que le corps s'adapte. Le corps s'adapte réellement à partir de moins 50, donc en gros, mi-septembre, je ne sortais plus qu'en jean. Jean et veste polaire. Plus de combinaison polaire, plus de... j'avais mon jean, éventuellement un collant technique comme on met pour le ski. Mais moins 50, ça passait sans aucun problème. Sans aucun problème. Les gants, c'était des gants, les petits gants en petite fine polaire, hein, avec un windstopper pour bloquer le vent, mais voilà. Il n'y a pas de problème. Le corps s'adapte réellement. Et il s'en souvient.
parce que quand vous revenez après, on a acquis une certaine résistance. Voilà, un autre avion. Hop, puis ça va bientôt être le temps de quitter la base. Donc là, on a fait une année complète en fait. On a fait une année complète. Là, on prépare pour l'avion pour le départ. Et donc forcément, au bout d'un an, il se passe quand même des trucs bizarres psychologiquement. Je vous l'avais dit, ça s'arrange pas. Igor, là. Voilà. Et là, on se pose au milieu de nulle part pour refueler. Donc l'avion attention, on va atterrir parce qu'on n'avait pas assez de fuel pour faire tout le trajet jusqu'à la côte. Donc on s'est posé au milieu de nulle part sur un camp abandonné entre guillemets qui sert de base logistique pour les avions. Et quand on se pose, autant vous dire qu'il n'y a pas de piste là. Alors tout vole dingue, les alarmes se mettent en route, l'avion rebondit et par chance on y arrive. Mais ouais, ça fait un peu bizarre d'arriver un peu sur ce paysage. C'est assez lunaire. Donc là, il refuel et puis on va redécoller. Alors il y a un peu tout ça là, quand ça commence à secouer, là, les bagages se retournent, enfin bon, c'est... Et retour sur la côte. On part de moins 40, on arrive, il fait moins 2. Autant vous dire que c'est l'été. Voilà. Alors, et de nouveau, on retrouve donc nos amis, les manchots. Alors cette fois, les manchots empereurs, avec les bébés là qui n'ont pas encore perdu leur duvet. Alors celui-ci, il n'a pas encore tout à fait grandi, donc il est un peu entre les deux, il ne devrait pas être là normalement. Et il y en a partout, je vous l'ai dit. Voilà, forcément c'est très rigolo. Un petit phoque de Weddell. Donc ça, on a fait des campagnes où on était lire les puces sur les phoques. Donc vous marchez pendant 8 heures sur la banquise avec un appareil. Et donc parfois, quand vous essayez de lire, le machin là, il n'est pas d'accord. Alors, 50 kilos, 450 kilos. Autant vous dire que si ça se passe mal, mais ça se passe assez bien en fait. Ils sont plutôt sympas, ils font peur, mais ils attaquent pas. Voilà. Et ils ont une puce quelque part qu'il faut aller lire. Ça permet de suivre un petit peu les populations. Là, on voit mieux un peu le gabarit de la mémère, là, elle est... Alors eux, ils sont très drôles parce qu'ils sont très très curieux, donc il suffit de se mettre plus petit qu'eux. Si on s'allonge, c'est eux qui viennent. Il n'y a pas de souci. Voilà, lui était pas content parce qu'en fait, il était colère, il avait son œuf, c'était le seul à qui restait un œuf, et en fait, l'œuf était certainement mort, donc il attendait sur son œuf, et puis il n'y a jamais rien qui va en sortir. C'est 50% à peu près le taux de survivance. Ils font 2 œufs. Et il y en a un qui mourra systématiquement. Enfin, ils font 2 petits. Des fois, l'œuf ne déclora pas, mais même si les 2 œufs éclosent, il y en a un qui mourra systématiquement. Il pourra en nourrir qu'un correctement, en fait. Donc le plus fort va survivre. C'est ce qui fait que la population, en fait, va endurer. Parce que c'est vraiment le plus fort qui survit. Voilà, là, on est sur la base italienne, Terra Nova. Alors lui, c'est pas de bol parce que c'était un manchot empereur qui avait encore le duvet, donc il n'est pas censé aller dans l'eau. Il a regardé les petits Adélie aller dans l'eau, il y a peut-être même un qui l'a poussé, donc il s'est retrouvé dans l'eau, sauf que manque de bol, avec son duvet, il peut pas nager. Pas content, donc l'autre mort de rire, forcément, parce que voilà. Et voilà. Non, il est pas mort, non, il va très bien, il est juste en colère, c'est tout. Grosse colère, pas contente du tout. Pas content. Là, ça va un peu mieux. Voilà. Et hop là. J'ai failli me le prendre en pleine tête, j'étais allongé, il m'a vu, il est sorti, il m'a vu, il est reparti. Voilà, on a énormément d'animaux. Voilà, et là, il y en a les 2, voilà. Bon, ça c'est les bébés d'Adélie, il y en a un qui ira beaucoup moins bien, mais ça ressemble à ça, là, les petits manchots. Les damiers du Cap. Pétrel des neiges. Alors ça, intéressant. Notons que le manchot Adélie se fait un nid à base de cailloux. Mais le manchot Adélie est un peu idiot. Voire même totalement, parce que donc il va entasser ses petits cailloux pour faire son nid. Et il va chercher les cailloux au fond de l'eau. Forcément, il y en a qui sont un peu moins idiots que lui. Ils vont se servir dans son nid pour faire le leur. Et le gars, là, il va passer sa saison à faire ça. S'il n'a pas compris qu'il pouvait les servir dans celui des autres. Donc ils font pareil avec les bébés aussi. Ils se piquent les bébés entre eux, c'est un vrai carnage. Quand il y en a un qui n'en a pas eu, il va choper celui du voisin.
Et les cailloux, c'est très drôle parce qu'on les voit faire, c'est absolument hallucinant, quoi. Il y en a même un, des fois, qui couve, il est sur le nid, il a juste à tendre le bec, et l'autre, il se barre, il voit rien, Enfin bref. Ouais, c'est pas tout fin, hein. Je crois que lui, là, nous a suivis sur 50 km, lui. Quand on faisait l'histoire des phoques où on allait lire les puces, il nous a suivis tout le long. Ils sont vraiment très drôles. Voilà, et ça c'est le retour. Donc là pour le coup, c'était pas la première classe, c'était pas un A319 avec des hôtesses, c'était un vieux C-130 militaire avec un équipage militaire. Autant vous dire que c'est entassez-vous comme vous pouvez. Ceux qui avaient des sièges avaient de la chance, il y en a qui étaient sur les stocks de matériel dans les filets derrière. Et voilà, ça du coup on était un peu dégoûtés parce qu'il y en a qui sont partis avec ça. Et donc on survole McMurdo, là c'est la station américaine, c'est carrément une ville, hein, c'est 4000 personnes en été, il y a des distributeurs de banques, c'est hallucinant, hein, McMurdo c'est une ville. Mont Erebus, les glaciers, ça aussi c'est un glacier. Et ça j'avais pris ces photos justement dans la zone de la 319 ou dans la première classe. On avait vraiment une zone où on pouvait prendre des photos avec des vélos à peu près propres. Voilà, et retour donc en Nouvelle-Zélande. Voilà. Ça c'est fini pour ça. Je vais vous montrer encore 2-3 petites vidéos si vous voulez. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est ouvert. Par exemple, celle-ci, elle est rigolote. La fameuse mission de réparation de... Pour la petite explication, Sébastien est en train de changer. Il parle en plus, le gars. C'est la tour américaine. On est environ à 40 mètres du sol. Les conditions sont fabuleuses. Oui, évidemment. Je vais avancer un peu, hein, juste pour... Ça volait bien quand même. Hein. Allez, je te vois. Ah, c'est intéressant ce qu'il dit. Oh, Sébastien, il peut pas répondre. Bon, voilà quoi. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. Pendant que je vous montre quelques vidéos. Au niveau du coiffeur, ça se passait comment? Alors, le coiffeur. Moi, j'avais de la chance. Dans mes 2 missions, j'avais toujours une fille quelque part. Donc, elle avait besoin de se couper les cheveux, elle. Donc, du coup, elle nous proposait. Parfois, il y en a qui ont eu moins de chance, ils ont demandé au cuisinier, ça s'est mal passé. Mais toujours le cuisinier. Hein. Non, ça dépend si on a des potes, ça dépend si c'est à la tondeuse, au ciseau. Bon, ça peut mal se passer, ouais. Il y en a qui préfèrent pas toucher, donc en fait, ça pousse. Oui. Quels sont les types de recherches en astronomie que tu as fait là-bas? Que là-bas, le suivi long terme d'étoiles variables, par exemple. Dès l'instant où la nuit, le jour ne va pas nous empêcher de suivre un phénomène périodique qui pourrait se produire aussi de jour et qu'on ne pourrait pas voir. Donc pendant 3 mois, on va suivre une étoile et on va voir comment elle va évoluer en luminosité. Tout ce qui est suivi de long terme, dès l'instant où il y a le jour qui nous empêche d'observer, ça peut poser problème. Et là-bas, on peut faire plein de choses de ce type-là. Là, on a le glaciologue qui tape. Est-ce que je vais vous montrer? Je peux vous montrer ça aussi, ça c'est rigolo. Voilà, s'il y a d'autres questions. Un iridium, c'est un satellite de télécommunication. C'est ce qui permet en fait avec des téléphones spéciaux de communiquer de n'importe où sur Terre. C'est des téléphones spéciaux qui sont un peu chers, hein, qu'on utilise aussi en Antarctique. Et donc ces satellites avaient des grands panneaux solaires qui faisaient des flashs périodiquement et qui sont... dont les éphémérides sont disponibles sur Internet. Et ils vont disparaître. Oui, ils sont remplacés par une nouvelle constellation qui aura des panneaux beaucoup plus petits et qui feront plus de flash. Voilà. D'ici 2022, je crois. D'autres questions? Est-ce que vous avez fait des découvertes majeures là-bas pendant que vous étiez? Oh, moi non. Moi, je n'avais pas les instruments. Non, mes collègues, c'est plutôt les glaciologues avec EPICA, mais c'est pas des découvertes, c'est du suivi d'analyse. Hein. Les 800 000 ans de climat, c'est quand même intéressant. Après, on fait pas des découvertes sur une année là-bas. On accumule des données qui permettent d'obtenir des résultats scientifiques. Typiquement, la fameuse étoile que je vous ai montrée variée,
C'est la seule fois où on a pu l'avoir varié pendant toute cette période-là, sans interruption. Et donc, ça nous a permis de découvrir des fréquences qu'on ne pouvait pas voir ailleurs que là-bas. Mais majeur, bon, c'est pas... Dans le domaine, oui, mais c'est pas non plus totalement... ça n'a pas révolutionné l'astronomie non plus. Ah bah, on le voit, oui. On le voit, oui, surtout que quand on voit que maintenant, moi j'ai eu une date à moins 11 degrés. Moins 11, normalement, ça descend jamais en dessous de moins 20. C'est moins 11 en Antarctique, à 75 degrés sud, c'est juste totalement délirant, quoi. Là, le moins 50 que je vous ai montré tout à l'heure, c'est assez étonnant pour la période. Donc oui, non, il n'y a pas de doute. Il se passe des choses, hein. C'est évident. Et après, c'est confirmé par les relevés de glaciaires, là, la fameuse carotte Epica, où là, bah, on voit que le climat, depuis 1880, il fait une pente... Non, pas comme ça. Pas comme ça. Oh, pardon. Merci à toi. Merci à vous. Non, pas comme ça, parce que là, clairement, depuis 1880, c'est l'ère industrielle. Et donc la pente est clairement liée à l'augmentation des gaz liés à l'ère industrielle. Puisqu'on corrèle les types de gaz, méthane, CO2, avec une augmentation de température. Avant, on ne produisait pas du méthane et du CO2 comme ça. Dans la carotte de glace, ça ne se voit pas. Par contre, 1880, ça commence à augmenter. Et ça augmente. Donc ça, pour le coup, c'est irréfutable. C'est clairement une preuve de l'activité humaine. Après, oui, il y a eu des réchauffements avant, comme il y a eu des glaciations avant. Mais là-bas, dans la carotte, on est capable de dire que ce pourcentage de gaz est lié à l'activité humaine. Ça, il n'y a aucun doute. Donc, Oui. j'ai pas compris. En fait, il y a plus de gaz, Oui. mais il y a donc une corrélation entre plus de méthane, Oui. avec plus de température. Oui. Donc il y a une corrélation, Oui. mais ça veut dire cause et effet, corrélation? Ah bah, ça veut dire que là, clairement, oui. Oui, on n'a jamais produit autant de... Après, je ne suis pas un spécialiste du climat ni de la physique de l'atmosphère, mais ce qu'on m'a expliqué, c'est que clairement, les courbes que j'ai vues sont très claires. On a commencé à produire une activité industrielle qui a créé ces gaz, et en parallèle, on a une augmentation de température qu'on commence seulement en fait à voir, parce qu'on commence seulement à avoir assez de recul. Ça fait que 100 ou 150 ans qu'on fait des relevés de température réguliers. Mais on pourrait avoir une augmentation de ces gaz et avoir une augmentation des températures, Oui. sans pour autant que On ce pourrait. soit forcément cause-effet. On pourrait. Ok. On pourrait. Mais là, les pentes sont quand même très... Oui. On peut quasiment les mettre sur la même page, quoi. Vous avez parlé tout à l'heure d'un forage à près de 3000 mètres. Oui. Il y a un lac sous l'Antarctique Alors, oui. qui est à 2000 mètres. Est-ce qu'il y a des forages qui ont été faits pour analyser l'eau de ce Ouais. lac Ouais. Alors c'était d'ailleurs interdit. Alors on parle de Vostok. C'est le forage sous glaciaire de Vostok, qui était en fait le forage le plus profond qui a été fait, parce que c'est pas parce qu'on fore loin qu'on remonte loin dans le climat, hein. Par exemple, Vostok a foré plus loin, mais la carotte remontait à moins d'années de climat, parce que la densité de glace n'était pas la même, tout simplement. Les précipitations n'étaient pas la même. Mais par contre, sous Vostok, il y a un lac sous glaciaire. Alors normalement, l'idée c'était de ne pas y aller parce qu'on allait polluer ce lac. La technologie actuelle ne nous permettait pas d'y aller sans polluer ce lac. Et Poutine a dit, quand il est arrivé là, il y a la deuxième fois, là, c'était à peu près il y a 6 ans, 6 ou 7 ans, je crois que ça a été foré. Et, débrouillez-vous, je veux de l'eau du lac sur mon bureau. Et donc les gars, ils ont été percés, ils ont été ramenés de l'eau du lac, et Poutine a une fiole du lac sous glaciaire de Vostok sur son bureau. Donc on peut imaginer que maintenant dans le lac, il y a du kérosène, les fluides de forage sont des produits pas forcément sympas. C'est des glycols, c'est des kérosènes, c'est des trucs... voilà. Sans ça, on pourrait pas forer. Et du coup, ils ont dit qu'ils avaient la technologie pour faire sans polluer, mais on est à peu près certain qu'ils ont percé, ils ont été ramener le truc, et puis surtout, il n'y a pas eu de publication scientifique majeure à l'issue de ça. Si encore ils avaient sorti une publi, alors qu'il y a de la science à faire. Non, ce qu'ils voulaient aller, c'était aller chercher l'eau pour le... Voilà. Donc oui, le forage a été fait, oui, ils ont percé. Nous, la carotte Epica, en fait, le socle rocheux est à 3224 mètres, je crois. Et on s'est arrêté à 1 mètre avant la roche, pour pas percer. Parce qu'il y a un changement de milieu, on savait très bien par des mesures radar l'identifier, et de par la densité de la glace, elle est quasiment liquide, hein, sur le dernier mètre. On a une couche en fait qui est quasiment liquide, et donc quand la glace est devenue trop molle,
Ils ont dit stop, on arrête, on ne prend pas le risque de créer d'aller à la frontière. Et les Russes, eux, ils y ont été, hein, ils ont percé. La base américaine au pôle Sud, qu'est-ce qu'ils y font là-bas? Voilà, beaucoup de choses. Ils sont 150 en hiver, il y a énormément d'astronomie, ils ont une antenne de 10 mètres dans l'infrarouge. Ils ont Ice Cube, qui est un projet de détection de neutrinos. Là, c'est un cube d'1 km² avec des détecteurs posés, qui a été foré à la vapeur. Ils ont forcément de la physique, ils ont le même type de science, mais avec des moyens démentiels. Non, j'y suis pas allé. Pour vous donner une idée, la salle internet de Concordia, c'est 3 PC. La salle internet de McMurdo, c'est 50 PC. Vous imaginez un peu c'est du délire, quoi, cette base. C'est hallucinant. Et c'est vrai qu'ils testent les conditions pour pouvoir aller sur Mars. Eh ben oui, ça c'est le but en fait de la station Concordia. C'est un des buts. On a subi des analyses alors psychologiques et physiologiques. Hein. On s'est fait prélever des trucs dans tous les sens pendant l'hiver. On a fait des tests de réactivité, des tests d'effort pour justement voir un peu comment ça se passe en isolant. L'isolement a un impact sur la physiologie. Non seulement parce qu'on a envie d'étrangler son voisin, mais si on a envie d'étrangler son voisin, c'est parce qu'il se passe quelque chose dans notre corps. Et du coup tout ça se voit en fait dans les analyses. Moi, quand ils ont envoyé mes analyses de sang, par exemple, à un médecin italien qui ne savait pas d'où venait l'analyse, il a dit cette personne est en train de mourir. J'avais un sang qui était tellement épais qu'il a saturé en fait le détecteur, l'appareil de mesure n'était pas capable de donner entre guillemets la densité de mon sang. Et du coup, cette personne est morte ou en train de mourir. Et non, pas du tout, il va très bien. Ça fait juste 6 mois qu'il est en Antarctique. Et donc toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on peut prévoir, mais l'idée c'est de les tester et ça servira pour les missions martiennes, notamment la notion d'isolement où on met 12 personnes dans une boîte. Et on regarde ce qui se passe. Donc on a des tests psychologiques où on doit dire la première semaine où est-ce qu'on est le mieux dans la base, alors dans ma chambre, et puis la semaine d'après on repose la même question, et ainsi de suite, et puis après on se rend compte qu'au bout de 6 mois c'est plus dans la chambre. Ça va être dans mon laboratoire au fin fond de 1 km de la base. Alors qu'il n'y a aucune raison, parce que dans le laboratoire il fait -20, c'est pourri, on est tout seul, ouais mais c'est là qu'on est le mieux. Et du coup tout ça permet d'imaginer en fait comment on va faire une équipe qui peut aller sur Mars, parce que Mars c'est 2 ans. Donc déjà 1 an c'est compliqué, et 2 ans, et c'est 2 ans où on ne peut pas tolérer qu'il y ait que ça ne marche pas, que l'équipe ne fonctionne pas. Et donc l'idée aussi c'est d'en déterminer quelle est la proportion d'hommes-femmes par exemple, la plus propice à une mission éloignée. On sait que des hommes ça ne marche pas forcément, on sait que des femmes ça ne marche pas forcément, on sait que la parité ça ne fonctionne pas. Alors je vais aller jusqu'au bout du truc, hein. Maintenant que j'ai commencé, j'ai plus de choix. Je vais lâcher des trucs. Il y a une étude assez sérieuse faite par des psychologues américains qui a étudié les missions depuis l'ère des grandes expéditions en Égypte, donc début 1900, fin 1800, début 1900, donc les grosses expéditions où à l'époque les hommes partaient pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, parfois 10 ans sans revenir. Et donc ils ont étudié la psychologie, et puis ils en ont déduit ça. Ensuite ils ont étudié la psychologie des missions spatiales dans l'ISS, et puis l'ISS c'est que 6 mois. Et puis la psychologie des missions type Concordia. Et puis du coup il est arrivé à déterminer quelle serait la mission, le type d'équipage qui serait le plus apte à aller sur Mars. Alors je sais pas, je vous laisse deviner, sur 10 personnes, vous faites comment ? 2 femmes, 8 hommes, ouais. Alors 4-6. Alors, trop de femmes, ça marche pas. Il y a une masse critique, ça marche pas. C'est désolé, c'est comme ça. C'est comme ça, et c'est comme ça. Trop d'hommes et pas assez de femmes, ça marche pas non plus. La pression est trop forte. Ça marche pas. Que des hommes, ça marche pas, sauf dans un cas. Mais dans la majorité des cas, on va dire, ça marche pas parce que c'est retour à l'instinct primaire. Donc on a eu le cas, la base a été, mais ils ont mis 2 mois pour récupérer l'état de la base. Hein. Les mecs, ils se lavaient plus, ils faisaient plus le ménage, sans déconner, ils ont fait venir une équipe spéciale de nettoyage. Sérieux, voilà, ça n'a pas marché. C'était une catastrophe. Il y avait eu là aussi, je sais plus comment ça s'appelait, cette expérience là où il y avait la parité, ça marchait pas aux États-Unis, ça s'est fini en carnage aussi.
Et donc le gars a fait une publication, où il explique que bah oui, il a trouvé la solution, mais que le Congrès américain, on parle des Américains, hein, c'est peut-être un peu bizarre, mais, ou pas d'ailleurs, mais il dit oui, j'ai la solution, mais par contre je suis certain que j'aurai pas les fonds pour faire cette équipe. Pourquoi ? Parce que c'était que des hommes homosexuels. Ouais. Parce que les hommes homosexuels n'ont pas ce défaut à revenir à l'état, entre guillemets, ils tiendraient la station. Et donc le gars a poussé le jeu, hein, il a tenté c'est ce qu'il a mis dans sa publication scientifique, il a dit ça peut marcher. Aucune femme. Non, ouais. Alors pourquoi il a dit ça ? Alors souvenez-vous ce que je vous ai dit, je vous ai parlé des expéditions égyptiennes. Parce que c'est ce qui se passait lors des expéditions égyptiennes. C'est qu'au bout de 6 mois ou 1 an, les mecs, ils viraient un peu, voilà. Et ça marchait. Et à l'époque, on n'a pas la statistique sur les femmes parce qu'il n'y avait pas de femmes qui faisaient de recherche à cette époque-là. Donc on ne sait pas. Et il a basé sa thèse là-dessus. Voilà. Qu'est-ce que ça a appris, vous ? Qu'est-ce que vous avez appris sur vous après ça ? Enfin, je sais pas, Si vous imaginez, je ne sais pas si je peux raconter ça. Hein. Il y a des trucs... il y a quand même des trucs... bon... Est-ce qu'on revient vraiment changer Ah ouais, on vient changer, ouais, je vous garantis, ouais, ça... Ah ouais, on vient changer, ça, il n'y a pas de doute. Quand on prend le métro la première fois, et qu'on tombe sur un gars qui s'écrase devant une porte de métro parce qu'il l'a loupé de 3 minutes, bon, on se dit que bon, bah voilà, quoi. On apprend à relativiser. Ouais, complètement, ouais. Ah non, j'ai pas eu cette chance. J'ai pas eu cette chance. Puis mes collègues non plus. Comment vous avez fait pour faire la photo avec l'étoile polaire ? L'étoile polaire, tu prends un appareil photo ou même un iPhone, ça peut marcher. Tu fais un time-lapse, par exemple, où tu fais des pauses de 5 secondes, et tu fais pendant 1 heure des pauses de 5 secondes en direction du pôle. Donc l'étoile polaire, hein, tu cherches l'étoile polaire, c'est très facile à trouver en France. Et puis ensuite, toutes ces images, tu les mets dans un petit logiciel qui permet d'aplatir tout ça en une seule image, et du coup, tu verras les traîner. Tu peux faire ça maintenant avec un téléphone, on peut faire ça. Alors la qualité sera pas très bonne parce que le téléphone sera un peu bruité, mais avec un appareil photo, un petit appareil photo, c'est très facile à faire. Tu as juste à poser sur un trépied et de faire pendant 1 heure des pauses courtes ou un peu plus longues, hein, ça dépend et d'enregistrer la lumière pendant 1 heure. Par exemple, ou toutes les 5 minutes, mais souvent, toutes les 5 minutes, le problème c'est que le ciel est très lumineux, donc ça brûle ta photo, il faut mieux faire des pauses courtes. Alors c'est pas un panorama, c'est un time-lapse en direction du pôle Nord. C'est documenté hein, sur le web, vous allez trouver. Hein. Et juste, j'imagine qu'il y a une sélection quand même assez ardue pour être choisi pour partir. Ouais, il y a la théorie et puis il y a la pratique. Hein. Honnêtement, demain vous voulez y aller, si vous n'êtes pas manchot, vous y allez. Hein. C'est enfin voilà, il y a d'ailleurs énormément de jeunes. Là, j'ai parlé de science, mais je vais vous parler des plombiers, des menuisiers, des électriciens. Donc il faut des gens comme ça, et ces gens comme ça, on les choisit dans idéalement les jeunes qui ont un BAP, un BEP, un CAP, s'ils sont en bonne santé, mais il n'y a pas besoin, il n'y a pas de surhomme à Concordia, hein, faut arrêter de croire ça. Le froid, c'est pas un problème, tout ça, ça se gère, il n'y a pas de souci. Le seul truc, c'est qu'il faut passer les tests psychologiques, et quand on a fini les tests, on vous dit que, désolé, vous êtes déviant, quoi. Vous êtes déviant parce que vous acceptez d'y aller. C'est juste ça, en fait. Donc, en fait, le premier tri, c'est accepter d'y aller. Le deuxième tri, c'est quand vous êtes en couple, par exemple, et que vous recevez le dossier, vous remplissez le dossier, et puis la copine, elle arrive, ou le copain, hein, parce que ça marche dans les deux sens, et puis qu'elle dit, rapatriement du corps, donnez-nous une adresse. Ça fait un bon filtre. Voilà, ça c'est le deuxième filtre. Et puis le troisième, c'est si vous avez déjà dit oui à tout ça, vous pouvez y aller, quoi. Mais en gros, il y a en effet une sélection médicale, mais on est aussi passé à travers de gros problèmes médicaux. Et moi j'ai failli perdre une de mes collègues parce qu'ils n'ont pas vu un truc à la sélection médicale et on l'a maintenu en vie pendant 4 mois, quoi. Ouais. Mais voilà, c'est comme tout, hein. Elle aurait eu le problème en France. Là, il y a 2 ans, ils ont eu une crise cardiaque à Dumont-d'Urville. Bon, le gars ils l'ont géré, hein, mais ils ne pouvaient pas le rapatrier. Hein. Donc après, oui, il y a
médical, un peu psychologique, et puis ensuite l'envie d'y aller. Quand on a tout ça, ça marche. Voilà. Et vous comptez y repartir? Alors j'ai pas prévu pour le moment parce que je suis très occupé ici. Maintenant, si on me propose d'aller faire un tour en été, pourquoi pas. En hiver, je crois que j'ai un peu donné. Je suis un peu... Ouais, non, en hiver, je pense que... En hiver, c'est quelle date à quelle date alors? Alors l'hiver, c'est de fin janvier à début novembre. Mais par contre, on y est pendant un an. Hein. Quand on part en hiver, on part un an. En été, on part souvent 1 mois et demi, 2 mois, pas plus. C'est rare de faire 3 mois, 4 mois. Ouais. Voilà. Ouais, merci beaucoup. Je vais vous mettre quelques mentions sur les enfants. Merci à vous. Et puis, si vous voulez profiter des télescopes, allez-y.